want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 45 du Fly Podcast Fly. Un épisode porté sur la défaite comme les deux derniers, mais un épisode qui sera, je le pense, plus positif parce que perdre contre Kansas City n'a rien de honteux. Et s'il y a en effet des choses négatives qu'on va décrypter, il y a aussi beaucoup de positifs sur ce match. Messieurs, je vous dis bonjour comme d'habitude avec moi, Greg. Salut Greg. Bonjour Victor, bonjour Loïc, bonjour la France des Eagles. Et salut Loïc. Salut à tous. Greg qui nous a exposé son magnifique maillot Jalen Hurts. Ça, on est jaloux. Vous êtes jaloux et je vais l'aimer encore plus après cette rencontre, malgré l'infamie venant de Loïc qui arrive dans quelques minutes. Loïc qui profite de l'avant-podcast pour essayer de gratter des places de concert. Là, mais monsieur, on va s'occuper de foot américain ici. Non, mais excuse-moi, ma femme se réveille lundi matin, première chose qu'elle me dit, demande à Greg quelque chose. Écoutez, moi en tout cas, j'ai mes places pour le SoFi qui devrait arriver dans quelques jours. Donc, je vais aller voir moi, le match j'ai mes places Los pour Angeles, le Jets Falcons de Londres. Moi, finalement, on n'a pas assez d'accrède chez TDA, donc je n'irai pas à Londres, mais à la place, je vais à Los Angeles. C'est beau. Messieurs, petit résumé du match comme on l'a vécu. Alors, je dis tout de suite pour cadrer un peu le match à ceux qui ne l'ont peut-être pas vu. Pour la 4e fois de l'histoire de la NFL, il n'y a pas eu de punt dans ce match. Ça a été des attaques qui ont déroulé en termes de yards. Ça, je crois qu'on peut le dire des deux côtés. Sauf qu'ils ont été plus réalistes que nous, surtout dans la zone rouge. Et c'est quelque chose où on va revenir. On ouvre le score avec un field goal. Ils répondent avec un touchdown. On marque un touchdown, ils répondent avec un touchdown. On marque un field goal, ils répondent avec un touchdown. Et du coup, à la mi-temps, alors que finalement, on fait jeu égal, on peut le dire, on perd 21-13. Et ça, vraiment, on fait jeu égal dans le jeu globalement, mais ils ont été meilleurs en zone rouge. Début de la seconde mi-temps, interception de Wilson, notre linebacker. Là, on se dit, peut-être que... Et finalement, encore une fois, seulement field goal. Ça répond par un touchdown. On marque après un touchdown de notre côté. Ça répond par un touchdown. Et finalement, on loupe une 4e tentative. Ça répond à nouveau par un touchdown. On finira par en marquer en fin de match. Mais l'addition est salée. 42-30. Spoiler, Patrick Mahomes est un bon joueur. Spoiler, Tyreek Hill est un bon joueur quand il frappe pas ses gosses. De notre côté, l'attaque n'a pas à rougir. Par contre, la défense, ça fait 80 points en 2 matchs. On va commencer, Greg, parce qu'on commence un peu toujours par le même sujet, mais c'est quand même le sujet le plus intéressant de l'année parce que c'est la question à laquelle il faut qu'on réponde. Jalen Hurts, sur ce match, plutôt positif, plutôt négatif, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu? Alors, plutôt positif avec des bémols majeurs, évidemment. Tout à l'heure, je chambrais Loïc, mais évidemment qu'il y a des bémols majeurs. Ça serait complètement ridicule d'être un amoureux transi, c'est évident. Non, plutôt positif, c'est que des stats sont magnifiques. Je sais bien que les stats ne font pas gagner les matchs, mais pour en avoir parlé avec vous déjà, des stats comme ça, si tu as une défense normale, tu gagnes le match 90 fois sur 100 à minima, si ce n'est pas 95, voire 99. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je suis rassuré sur son bras. Je suis rassuré sur le fait qu'il soit capable de faire des passes longues, de faire des passes précises, de faire des passes sur des receveurs en mouvement, parce qu'il y avait toujours un petit doute. On disait que c'était sous-lancé la semaine dernière. Ensuite, je suis rassuré sur ses passes au centre. C'était un débat lancé principalement par Loïc. Il avait raison. Il en a fait beaucoup. Et il y a une meilleure utilisation des tight ends. Alors, ça reviendra aussi avec le débat sur Sirianni, qui a fait un bien meilleur match. Mais tout ça, c'est des progrès. Je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Tout ça, ce sont des choses qu'on ne voyait pas ou trop peu. Je trouve également qu'il a été meilleur dans sa deuxième lecture, ce qui était son énorme, gigantesque défaut. Et je trouve que de ce côté-là, il y a un progrès. Je ne dis pas que tout est encore parfait. Je dis que c'est vraiment mieux
et que c'est un QB NFL sur tout ce qu'on a vu. En plus, on lui en a enlevé un qui était légitime, et il y en a un qui rate tout seul, celui qui doit donner à Hurts, qui doit nous permettre de marquer les 7 premiers points et pas seulement les 3 premiers points. Bon, voilà. Après, on est extrêmement dur avec lui aussi, je trouve, par rapport au fait que c'est quand même, moi, je considère son année de rookie et qu'il y a quand même plein de paramètres à gérer. Et voilà, donc effectivement, il y a cette passe-là qui est moyenne. Il nous a sorti 2-3 courses qui nous font avancer, et ça, je ne veux pas l'oublier parce que c'est des balles qu'on aurait perdues avec ce bon gros Carson. On est passé sur ce bon gros, hein, on enchaîne, hein, il n'y a plus aucun respect. Et voilà, et après, il est encore un peu vert. Il y a encore des choses qui doivent être améliorées. Par exemple, cette balle qui aurait pu être interceptée, qui ne sert à rien. Mais quel QB ne fait pas de faute? Je veux dire, là, voilà, il y en aura toujours. Et je trouve que pour un 7e match, bah, c'était très en progrès et on a vu de très belles choses. Loïc, je suppose que ça sera beaucoup moins positif chez toi. Non, c'était un bon match. Il s'est amélioré sur certains points. Moi, je dirais pas sur la deuxième lecture. Je n'ai pas trouvé spécialement que ça, mais il s'est amélioré à certains moments sur la gestion de la poche où tu le voyais qu'il réattaquait sa poche pour une fois au lieu de partir dans tous les sens. Le problème, c'est que tu as vu que c'est quelque chose qui n'est pas naturel puisque pour ces bons plays-là, le play d'après, il partait dans tous les sens et donc tu sens que c'est quelque chose sur lequel il doit travailler et que c'est un peu contre nature, entre guillemets, c'est pas instinctif. Non, mais ça se travaille, donc, on est d'accord. Oui, ça se travaille, ouais. Mais après, il faut voir, est-ce qu'il, entre guillemets, va pouvoir se forcer comme ça à chaque fois tout un match et toute une saison surtout. C'est plutôt ça Mais ça, c'était bien. Par contre, ce qui était moins bien, c'est que j'ai trouvé qu'il gardait encore un peu trop le ballon en main. Alors, pour le coup, j'ai trouvé que le game plan était vraiment excellent de la part de Sirianni au vu des conditions. Parce qu'il faut le rappeler que Lane Johnson est forfait genre 1 heure avant le match. Donc, tu te retrouves avec 4 remplaçants sur la ligne offensive. Là, tu te retrouves avec un système où première lecture, tu envoies la balle, le gars, il est libre, il a de l'espace, il avance. Le gameplay est très similaire au match de Falcons, si on simplifie un peu. Ah, j'ai trouvé qu'il était même encore meilleur. Bon, après, il faut dire qu'en face, c'était pas très fort non plus. Hein. On va pas se mentir. Non, mais après, ce qui était agréable, c'est que par rapport aux purges qu'on s'est tapé l'an dernier, oui, c'est sûr. agréable de voir le ballon avancer, quoi. Oui, voilà. Mais par contre, on a vu que dès qu'il pouvait pas lancer ou qu'il mettait un peu de temps à lancer à sa première lecture, c'est là où il a commencé à avoir des problèmes. Un sac parce qu'il s'est mis à paniquer dans la poche. Une pénalité parce que du coup, bah, comme je l'ai dit, c'était des remplaçants sur la ligne. Donc au bout d'un moment, à force de devoir bloquer, bah, tu fais une faute parce que le talent il est moindre. Pareil, tu as eu plein de flags il y a eu le flag de J.J. Arcega-Whiteside, le flag de Dillard, que des erreurs, surtout en red zone. On reviendra au flag, mais ça, il n'y peut pas grand-chose. Ah, Par non, exemple, l'interférence de Arcega-Whiteside, il ne peut pas grand-chose. Non, il y a des flags où il n'y peut rien, mais il y a des flags où il y peut quelque chose. Les illegal man downfield, de toute façon, c'est soit il y a un problème de schéma, soit il y a un problème de QB qui tient trop longtemps le ballon. Donc forcément, si le play, c'est que le lineman offensif, il avance, si le QB il tient trop longtemps la balle, bah forcément, il va être trop loin dans le terrain au moment où il va lancer. Après, pour moi, ce que je regrette, c'est sur le premier et le troisième drive. Le premier, la passe à Hertz. Hertz, il est tout seul. Il peut, là, pour le coup, il peut même se permettre de la lancer pas assez fort. Hertz, il a le temps de l'attraper et après d'avancer tranquillement. Donc ça, pour moi, c'est vraiment dommage parce que il était limite dans un fauteuil, tu vois. Et le troisième drive, j'ai pas du tout aimé la passe que tu as mentionné, Greg. Là, on aurait dit une passe à Carson Wentz. Tu es en 2e et 3, tu avances bien. C'est le genre de situation où moi, je veux voir le QB, bah vas-y, lance en touche, tant pis, c'est pas grave. Tu as une 3e tentative, tu as une 4e tentative. Après, Loïc, je te pose la question objectivement. 2 mauvaises passes, dont une qui doit ramener le touchdown, c'est vrai. Celle-là, elle est difficilement non, attends, à avaler. Mais 400 yards, des stats comme ça, un bon match et des receveurs trouvés. Je veux dire, tous les QB de la NFL n'ont pas fait ça ce week-end quand même. Hein. Non, mais là, en fait, pour moi, tu vois, après, plus loin dans ce drive, tu as la passe à Ward qui est totalement loupée alors qu'il est tout seul dans la end zone. Pour moi, tu vois, au vu du game plan, de la faiblesse de l'adversaire,
pour moi, il y avait l'occasion pour lui de faire un match à 5 ou 6 TD. N'ayons pas peur. Aujourd'hui, la défense des Chiefs, c'est une des pires de la ligue. Une des pires dans la ligue en red zone. Et malgré ça, tu galères en red zone. Après, c'est pas que Hurts, bien sûr. Non, mais ça, c'est un vrai problème, la red zone. Mais Je pense qu'on va y revenir, c'est vraiment une angoisse terrible. Ouais, on va y revenir, mais alors pour moi, le coupable, c'est clairement. Enfin, c'est en partie Jalen Hurts, mais c'est pas le plus gros coupable. Mais après, juste pour finir, pour moi, c'est pas illogique qu'en red zone, ça soit là où Hurts il ait le plus de problèmes. Parce qu'à l'heure actuelle, Hurts, il a besoin d'envoyer à sa première cible et que sa cible ait de l'espace. Et forcément, plus tu avances dans le terrain, moins tu as de l'espace, plus il faut lancer dans des petites fenêtres. Et je trouve que c'est ça vraiment où il va devoir travailler sur le reste de la saison. Et c'est là où Carson Wentz était très fort dans ses 2 premières années. Tes passes de petites fenêtres en red zone. Ouais. Et tu sens qu'en red zone, tu vas pas avoir une passe où tu vas lancer une balle en l'air 50-50 et vas-y, démerde-toi, ou une passe entre 2 défenseurs, tu vois. Tu sens que là-dessus, il y a encore besoin de travailler de sa part. Donc, on va voir. Hein. Il reste 13 matchs. Donc, à lui de prouver qu'il peut progresser petit à petit. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Sur mes notes, j'avais mis progression en deuxième lecture et en pocket manipulation. Donc, vous en avez parlé. Et sur les axes d'amélioration, en effet, la red zone. Et moi, vraiment, c'est la passe dont vous avez parlé en deuxième tentative, où là, j'ai vraiment eu l'impression de voir Carson Wentz de l'année dernière qui veut jouer au héros, qui lance en déséquilibre dans une zone où il n'y a personne. Bon, on lui pardonnera, c'est une seule passe, mais ça ne doit pas arriver. Tu balances en Sauf en quatrième tentative. Et là, le paradoxe, c'est qu'en quatrième tentative, il a jeté directement en touche, alors qu'il aurait, là, pour le coup, il aurait dû prendre le risque de balancer une balle n'importe comment. Ouais, alors pour le coup, j'ai regardé le All-22 sur cette action-là. Le pauvre, les 2 seuls receveurs sont à l'opposé du terrain. Je pense que, franchement, il y a 99% de chances que tu sois intercepté. Mais bon, en soi, je suis d'accord. Mais globalement, Jalen Hurts, moi, je dirais, je ne sais toujours pas si c'est notre quarterback du futur. Par contre, moi, j'ai réclamé de la progression. Il y avait de la progression. Je veux dire, qu'on le veuille ou non, il a progressé sur ce match. On voit qu'il travaille, la pocket manipulation, on voit qu'il travaille la deuxième lecture. Ce n'est pas parfait. Il y a encore des défauts, tout ça. Mais c'est mieux. Et donc, je me dis, bon, voilà, pour l'instant, il a un Racing. Bon, bien sûr, le Racing, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais il a un Racing de 101. Son QBR ESPN il est de 38, 7 touchdowns, 2 interceptions. Bon, globalement, quand tu marques 30 points, est-ce que c'est vraiment l'attaque qui fait perdre de match? Non. Non, c'est sûr que non. Et rappelez-vous, hein, l'an dernier, on chialait parce qu'on n'a pas passé une fois. Il faut quand même se remémorer, on n'a pas passé une fois cette putain de barre des 30 points. J'y repense maintenant, avec du recul, mais c'est honteux. Mais quel enfer l'an dernier. Mais globalement, si on finit sur l'attaque, juste pour ouvrir un peu, l'attaque, globalement, elle est bonne. Je pense que la ligne a fait le boulot. En effet, le game plan était adapté pour ça. Beaucoup de passes rapides pour éviter de mettre sous pression des joueurs comme Driscoll qui reviennent de blessure ou comme Herbig qui n'était pas titulaire. Mais bon, globalement, la ligne a fait le boulot. Devonta Smith, excellent match, 122 yards. Il y a juste une fois où il se trompe de tracé. Ça, c'est dommage sur une passe profonde. Bon, on voit, hein, parce que quand il y a une passe qui est complètement là où il n'y a personne, c'est ou que le quarterback s'est trompé de lancer ou que le receveur s'est trompé de lancer. Là, on voit que Devonta Smith fait le signe en disant « c'est moi, j'ai mal compris ». Mais bon, 10 targets, 7 réceptions, 122 yards, parfait. Les tight ends, 60 yards, 56 yards, un touchdown, parfait. Kenneth Gainwell, il fait 89 yards sur le match. Donc, quasiment que du positif. Et Watkins, ça se verra pas sur le stat, mais il a fait un bon match aussi. Exactement. Ouais, il fait 3 réceptions, 33 yards. Mais en fait, il y a un play où Hurts, il pense pas à regarder je suis d'accord. downfield, où il est tout seul et normalement, ça doit faire un touchdown de 60 yards, je crois. Donc, je suis d'accord. Et on a le meilleur receveur bloqueur de la ligue. Gigi Arcega-Whiteside est toujours parfait. Mais messieurs, il y a quand même une chose dont on doit parler, Greg. Est-ce qu'on a un problème, Miles Sanders? 7 courses, 13 yards, 3 réceptions, 34 yards.
On l'a senti quand il avait la balle en main, notamment en réception, assez explosif, assez vif. Mais alors, la ligne ne l'aide pas. Hein. Le fait que ça soit que des remplaçants, ça n'aide pas à courir. Mais Kenneth Gainwell, en 3 courses et à 31 yards, est-ce qu'on arrive dans un moment où on a un joueur qui n'est pas mauvais du tout, mais qui ne correspond pas du tout au schéma de l'entraîneur, quoi. Enfin, un moment où ça ne fit pas entre l'entraîneur et le joueur. Alors, j'adore Sanders. Ça, c'est un préambule hyper important. Et j'imaginais pas qu'on pourrait se poser la question de son trade après 4 journées. Maintenant, Sirianni, il est là pour un minima 2 saisons. Et si jamais, celle-ci inclus, et si jamais il n'utilise pas davantage Sanders, bah, il lui sert à rien. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. S'il ne l'utilise pas davantage, il lui sert à rien. Alors, c'est vrai qu'il a eu du mal à percer parce que c'est pas la ligne devant, mais comme tu l'as dit, Gainwell est bon. Alors, le truc, c'est qu'il a double lame de rasoir. C'est que, il n'est pas adapté au jeu de Sirianni, visiblement. Ou en tout cas, Sirianni n'a pas encore trouvé comment utiliser Sanders, ou Sanders n'a pas su trouver sa place dans le jeu de Sirianni. On saura bientôt. Et deuxièmement, c'est qu'il y a l'idole de Victor, Gainwell, futur Hall of Famer, on le rappelle pour lui, qui fait un début de saison magnifique pour un rookie, qui a pris toute sa place, qui a de la rapidité, qui a des mains, qui a des jambes. Voilà, qui a un truc, quoi. Donc, je sais que vous seriez très tenté pour un third contre Miles Sanders, ça partirait direct. Moi, je laisserai encore un tout petit peu de temps pour voir s'ils ne vont pas s'adapter avec un jeu de course et qu'il retrouve ce qui est son véritable niveau. Parce que si jamais il était performant, je ne lui demande pas d'être à 110 yards par match, mais s'il nous amenait ses 70 plus 15 de portée, bah les matchs, ils seraient gagnés par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Donc voilà, ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas l'impression que Sirianni s'intéresse tant que ça à Miles Sanders, mais on disait ça de Hurts et de Goddard, et puis cette semaine, ils ont été très utilisés et très bons. Alors, je vais dire que sur ce que je vois, pour le moment, il tâtonne. Il ne sait pas encore comment utiliser tout le monde. Il est en train de faire, et après tout, il n'y a que très peu de matchs. Mais ça va arriver très vite, la trade line. Oui, moi, après, si je parlais de trade aussi, c'est parce qu'il lui reste 1 an et demi de contrat et que je pense qu'avec Loïc, on est d'accord, on ne re-signe pas un running back. Non, ça fait partie des règles fondamentales de la NFL. Surtout quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne vas pas signer un running back. Donc, mais ça veut dire qu'un running back, il doit être très fort dès la draft, en fait. C'est terrible. Mais en fait, c'est pour ça qu'un. En fait, souvent, ça arrive. Ouais. Les meilleures années des running backs, très souvent, c'est les années rookies, sophomore, etc. Et le problème, c'est que les mecs, au bout de 2-3 ans, ou ils sont cassés, ou ils sont fatigués. Mais globalement, oui, c'est ce qui arrive. Après, Miles Sanders, bon, j'ai envie de dire qu'en université, pendant des années, il était derrière Saquon Barkley. Donc, il a moins joué. Il a beaucoup joué la dernière année. Mais donc, il est peut-être un peu plus frais que certains autres. Si on prend l'exemple d'un Jonathan Taylor des Colts qui, pendant 4 ans, avait 300 portées par saison. Bon. Mais c'est vrai qu'en général, un running back, ça apporte les 2-3 premières années. Et souvent, ça se fatigue. Alors, il y a des contre-exemples. Frank Gore, il se fait 2 ligaments croisés en université et puis il a joué pendant 18 ans. Il y a des mecs comme ça, mais c'est rare. Ouais, c'est pour ça que moi, Gainwell qui contribue dès sa saison rookie, en fait, ça me semble normal, entre guillemets, puisqu'on a l'habitude de voir ça chez les running backs maintenant. Le contraire m'aurait plus inquiété s'il ne contribuait pas tout de suite, tu vois, j'aurais trouvé ça plutôt inquiétant vu en plus le niveau de la compétition aux Eagles sur le poste. Non, moi après, Sanders sur ce match, j'ai vu certains dire ouais, fallait plus courir. Bah non, fallait pas plus courir. Le problème, ça n'a pas été d'avancer sur le terrain, en fait. Ça a marché très bien. Le problème, ça a été de conclure. C'est ça. Je pense qu'en soi, tu as raison. Enfin, je veux dire, oui, non, mais on est d'accord avec avancé. En plus, on était derrière. Donc, sur ce match-là, c'est beaucoup moins scandaleux que les Cowboys de ne pas courir. Et puis, faut pas oublier quand même, d'un point de vue play call, le premier drive, il doit finir en touchdown. Le deuxième, il finit en touchdown. Le troisième, il doit aussi finir en touchdown. Il y a un flag, un lancer raté. Et voilà. Et même en deuxième mi-temps, on parle de la 4e tentative sur la première tentative, a priori, il y a peut-être un flag sur Hurts. Tu as une faute d'un joueur. Donc, c'est pas vraiment le play call qui est en doute là. Après, il faut aussi comprendre que quand tu es défenseur adverse, tu vois Sanders sur le terrain, tu vas plus t'attendre à un run qu'à une passe.
tu vois Gainwell sur le terrain, tu vas plutôt t'attendre à une passe qu'un run. Donc, il y a aussi cet élément de surprise qui a dû aussi avantager Gainwell, notamment sur son touchdown, où ils ont mis les receveurs sur les extérieurs et du coup, en fait, il y avait un gros trou au milieu. Donc, c'était vrai. bien joué. C'est vrai. Ils n'ont mis aucun joueur dans la box. C'était un play défensif terrible. Le play call défensif sur le touchdown de Gainwell, c'est une honte. Et puis Sanders, il a cette manie un peu qu'avait le Sean McCoy de toujours vouloir aller sur les extérieurs, alors qu'à un moment donné, faudrait foncer tout droit et arrêter de se poser des questions, quoi. Ouais, tu parlais d'arbitrage, juste pour dire 2 secondes que l'arbitrage a été nul des deux côtés. Il y avait aussi un fumble de Gainwell qui n'a pas été pris en compte. L'arbitrage a été catastrophique des deux côtés. Là, tu peux même ajouter en NFL ce week-end. Oui, en NFL. Et en NFL, il y a eu 2-3 trucs aussi. Et d'ailleurs, ça dit quoi? Parce que j'ai pas suivi, mais je ne doute pas que vous l'avez fait. Ça dit quoi sur les insiders, les suiveurs de la NFL, les journalistes, les sites de l'arbitrage? Les Américains sont très conservateurs là-dessus. Ils critiquent très peu l'arbitrage. Dans Around the NFL, le podcast, je pense, numéro 1, ils en ont parlé vraiment 30 secondes pour dire ça n'a pas été bon, point. Tu vois, c'est le maximum qu'il peut faire l'Américain pour critiquer. Mais tout le monde s'est rendu compte que les Panthers se font voler un touchdown contre les Cowboys. Ils se font voler un touchdown défensif, mais les Steelers se font voler aussi. Les Jets ont failli perdre un match que les arbitres ne voulaient pas qu'ils gagnent. La défensive passe interférence des Jets contre les Titans, ça n'existe pas. Bref, ça a été global. Ok. Messieurs, on va s'attaquer au point quand même le plus négatif, il faut dire, pour la 2e semaine d'affilée. Parce qu'on est des gens généreux, c'était des journées portes ouvertes. Alors oui, c'était attaque des Cowboys. Oui, c'était attaque des Chiefs. C'est sûr, c'est 2 des meilleures attaques de la ligue. OK. Sauf que l'attaque des Chiefs, théoriquement, elle passe par les airs 90% du temps. Or là, il commence à y avoir une constante, c'est qu'on se fait ouvrir au sol. Mais ouvrir. Là, Clyde Edwards-Helaire, il fait 14 carries, 102 yards. En tout, il y a 32 carries pour 200 yards. On se prend 200 yards au sol, quand même. C'est énorme. Greg, le front 7, t'en as pensé quoi? Parce qu'il y a Hargraves qui est extraordinaire. Je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus. Le reste, c'est quand même sacrément décevant, non? Ah non, c'est pas décevant, c'est nul. C'est décevant, ce serait gentil. C'est archi nul. C'est-à-dire que dans nos mauvaises années, donc l'an dernier, nos bonnes années, les années d'avant, quand on pouvait jouer les playoffs ou le Super Bowl, moi, je n'étais pas du tout inquiet. Je regardais un match, il y avait peut-être un grand coureur en face ou une équipe qui courait beaucoup. Je n'avais pas peur. Je savais qu'on allait le bloquer. Aujourd'hui, systématiquement, c'est course ou passe, ils font 1 ou 2 yards, ça tient le premier. Et derrière, ils arrivent toujours en 3e et 1 où ça passe. C'est-à-dire qu'avant, on se faisait toujours ouvrir 3e et 12 et on devenait fou parce qu'on n'avait pas de secondary ou ce que tu veux. Aujourd'hui, ils n'ont aucune 3e tentative compliquée contre nous, les équipes. Très sincèrement, je parle au feeling, je n'ai pas les stats. Mais je suis persuadé que si tu cherches le nombre de yards que nos adversaires ont sur 3e tentative, on va être ridicule. Tu vois, mais ridicule. Alors, OK, c'est Mahomes. OK, c'est Dak. On ne va pas les jouer chaque semaine. Mais tu avais le sentiment, en regardant le match, que dès qu'ils avaient le ballon, ils allaient marquer. Je ne sais pas comment te dire. J'avais aucun doute sur le fait ce serait impossible de les stopper, à part l'interception un peu miracle, la fois on met de la pression. Non, et puis il n'y a pas de blitz, jamais un blitz de tenter, jamais de pression pour faire mal. Tout est répétitif. Alors, on critiquait Jim Schwartz. Moi, maintenant, tu parlais de progrès. Je veux que la semaine prochaine, ou toutes les autres semaines, je veux qu'il y ait de l'évolution dans la défense. Je veux qu'il y ait d'autres plays, je veux qu'il y ait d'autres types de mouvements. Pourquoi pas d'autres joueurs? Mais il faut proposer autre chose. Parce que dans tous les cas, tu te fais piétiner. C'est ça qui me gêne. Alors, pour compléter, on est 6e en partant de la fin avec 48% sur les 3e tentatives défensives.
On est. Et encore, c'est parce que le premier match et la première mi-temps du deuxième match, c'était très 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 bon. Sinon, Voilà. Je Sinon, on suis est d'accord. dernier. Hein. Je parle depuis la mi-temps du deuxième match, on est dernier, je c'est pense sûr. que. Et on est 6e en red zone, puisque 78% du temps aussi, et 3e tentative en red zone, 78%, ça a fini en touchdown. Donc ça fait mal aussi. Voilà. Et si tu enlèves le premier match et demi, t'es dernier. Voilà. Mais après, il y avait un problème de schéma, c'est sûr, parce que sur les 3e et 1 que tu évoquais, on a pu voir des clips où les safeties étaient 10 yards plus longs. Bah, t'es Mahomes, tu vas pas t'entêter à passer la passe, tu files à ton running back et même les linebackers étaient au moins à 5 ou 6 yards de la ligne. Donc, comme ta ligne offensive avait un push, après, les mecs, c'était tranquille. Hein. J'ai jamais vu des 3e tentatives être converties aussi facilement. Non, c'est sûr. Et du coup, Loïc, j'aimerais que tu nous parles. Enfin, pour moi, dans le front 7, tu vas me dire si tu es d'accord, il y a 2 grosses déceptions. La première, c'est Alex Singleton, qui a été rayonnant l'année dernière et qui est aux fraises cette année. Et quand même, le truc qui peut-être touche le plus notre petit cœur, c'est Fletcher Cox. Là, on arrive au point où on a un problème Fletcher Cox. Et là, on a. Ouais, moi j'irais plus loin. En fait, j'irais sur toute la colonne vertébrale de la défense. Donc, Anthony Harris, Eric Wilson, Fletcher Cox. Bah, les 3, ils sont. Désolé de le dire, mais ils sont super nuls. Fletcher Cox, ça a été un fantôme. Hein. C'est très très inquiétant de voir un joueur de son âge faire ça parce que c'est pas bon signe du tout. Est-ce qu'il a un problème physique dont on n'est pas au courant? Je ne sais pas, mais franchement, t'aurais mis n'importe quel defensive lineman à sa place, ben, c'était pareil en fait. Oh, on s'est foutu de la gueule de Kerrigan les dernières semaines parce qu'il avait aucune stat, mais là, Cox, il a fait le même match. Ce qui est terrible, c'est que Cox, on ne l'a pas vu autant Peters avant sa déchéance, on l'avait vu arriver. Autant Cox, moi, je trouve qu'il sort d'une plutôt bonne saison. Hein. L'année dernière, c'était irrégulier, mais il était quand même. Irrégulier, mais il y avait beaucoup de haut. Et puis, il était double team tout le match. Là où il a plus d'excuses cette année, c'est qu'Hargrave est tellement dominant que c'est Hargrave qui est double team. Lui, la plupart du temps, il est single. Et c'est surtout que même s'il était double team avant, il arrivait à produire des trucs. Là, il produit plus rien. Moi, je trouve que c'est pas non plus. Déjà, les 2-3 dernières saisons, tu trouvais qu'il y avait une période dans la saison où il disparaissait un peu. Donc, il était peut-être fatigué parce qu'il jouait un grand niveau de snap. Mais c'était plutôt en milieu de saison ou en fin de saison. Là, c'est directement dès le début de saison. Et puis, il joue pas un grand nombre de snaps. Il y a beaucoup de rotation. Il joue 60% des actions. Ça sent pas bon, sachant que son contrat, de toute façon, maintenant, on est bloqué avec, vu qu'ils ont tout restructuré. Ouais. C'est un très, 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 très gros problème pour cette année, pour l'année prochaine aussi. Va falloir qu'il désolé de l'expression, mais qu'il se sorte les doigts. Là, on est choqués. Mon Dieu, mon Dieu. Mais non, mais là, ce qu'on voit quand même, c'est que les joueurs qui ont été recrutés pour le moment, bah, ils apportent pas grand-chose. Donc, eux aussi, il va falloir qu'à un moment donné, il y ait quelque chose, parce que sinon, désolé, mais pour moi, faut les virer. Faut essayer de les trader. Tu récupères, peu importe si tu récupères pas grand-chose, mais à un moment donné, les Wilson, il est catastrophique contre la course. Je sais que les fans des Vikings en avaient parlé, mais c'est une catastrophe. Bah, il est perdu. Wilson, il faut qu'il soit là sur 3e tentative, théoriquement. Parce que, encore, tu loupes des plaquages. Ça fait chier, mais là, c'est même pas qu'il loupe des plaquages, c'est qu'il sait pas où il doit aller sur le terrain, en fait. Et ça, Wilson, c'est hyper décevant. Et pour revenir à Singleton, moi, je trouve que le problème, c'est qu'il joue pas au même endroit que l'année dernière. L'année dernière, il était en mode attaque. Il attaquait la ligne de scrimmage. Là, tu as l'impression que cette année, il est 5 ou 10 yards plus loin sur chaque play dès le début. Donc, sûrement une demande du coach, nouveau schéma et tout. Et du coup, bah, il a aucun impact. Et comme la couverture, c'est pas trop son point fort, bah, ouais, tu as tout le milieu de terrain qui est globalement en galère, quoi.
Oui, bah, et On peut laisser, moi, pardon, excuse-moi, Victor, après je te laisse oui. parler. Je dis juste que Cox, je vais lui laisser encore 1 ou 2 matchs pour être sûr. Bah, Non, Cox, mais- on sera plus patient que les autres, vu que mais déjà, on de n'a toute pas le façon, choix contractuellement. bah Et oui, t'es bloqué puis, avec lui de toute façon. Donc et puis oui. Non, mais ça je parle en fait. termes de résultats. Je Oui, parle oui, pas et pour puis le. ça fait 10 ans qu'il est là. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à dire. Je pense qu'il donne le maximum. C'est pas une question qu'il n'a pas envie. C'est que pour l'instant, il n'y arrive pas. Il a fait 2 matchs sur 4 sans stade. Bon, pour l'instant, il n'y arrive pas. On va Moi, espérer qu'il soit pas cramé, quoi. C'est tout. oui, moi, je suis quand même très sceptique sur Jonathan Gannon, le coordinateur défensif, parce que tu disais Harris et Wilson. Tu as raison. Mais Harris et Wilson, en plus, il les a coachés aux Vikings. Mm. Spécialement Harris, puisqu'il était coach des defensive backs. Donc quand même, Harris, on l'a vu être performant. Il n'est pas devenu nul. Il y a un moment, il y a un problème de schéma. Et comment tu peux avoir un problème de schéma avec des mecs que tu as déjà coachés pendant des années? S'il avait des problèmes de schéma qu'avec des nouveaux, bon. Mais là, c'est incompréhensible ce qui se passe. C'est incompréhensible. Est-ce qu'à votre avis, ils le voient ça, ils vont le travailler? Est-ce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va dire, les gars, 40 points de match, vous êtes sérieux? Ah bah moi je pense que si ça continue comme ça, autant Sirianni il aura une deuxième année, autant Jonathan Gannon, j'en suis pas sûr du tout. Et là, on en revient encore à. On le disait ça des coordinateurs pour le poste de head coach, mais c'est valable aussi pour un coach de position qui devient coordinateur. C'est pas parce que tu es un très bon coach de position que tu vas être un très bon coordinateur. Et c'est pareil, lui aussi, il doit apprendre. Oui, et le problème c'est que Sirianni c'est un head coach à vocation offensive, donc il va pas reprendre le playcall de la défense. C'est pas comme un Zimmer ou un Belichick qui sont des coachs défensifs de base. Belichick, il a même été officiellement coordinateur défensif, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des mecs qui peuvent reprendre le playcall défensif. Sirianni, je pense pas qu'il puisse le faire. Et en soi, c'est normal qu'il puisse pas le faire. Mais du coup, bon. Et puis, il peut pas tout gérer. Non, c'est ça. Il faut quand tu es head coach, de toute façon, tu dois déléguer. Donc, la seule chose qu'il pourra faire, c'est soit il trouve quelqu'un d'autre en défense pour appeler les plays, soit à la fin de la saison, il y a des têtes qui vont tomber. Yes. Je pense qu'on est tous. Attendons un peu, parce qu'on avait dit qu'on attendrait les matchs. Oui. Non, mais suivant, on a dit qu'on laisserait passer 7 matchs. Donc, non, mais ils n'auront pas le coach défensif après deux cartons. Il y a une stat qui fait mal parce que Jim Schwartz, on l'a défoncé parce que pour moi, il le méritait. Mais sous Jim Schwartz, je crois que les Eagles ont pris plus de 40 points que 4 fois. Là, ça fait 2 fois en 2 semaines. Jim Schwartz, on n'a jamais dit qu'il était mauvais. On a dit qu'il arrivait en fin de course et qu'il était. qu'il arrivait pas. On a dit qu'il était mauvais. Hein. Il était entêté avec ses mauvais choix. Mais en tout cas, je pense que moi, globalement, je suis content de l'attaque. Je voulais du progrès dans l'attaque, dans le play code et tout. J'ai vu du progrès. Je voulais que les coachs sachent s'adapter. Ils l'ont fait. Que Hurt soit meilleur, il l'a fait, etc. Par contre, pour l'instant, je n'ai aucun espoir pour la défense. Mais par contre, je ne l'ai pas vu venir. Tu vois, le problème, c'est que ça avait tellement bien démarré. J'étais le premier à rigoler positivement du hey, les gars, une mi-temps et demi, pas de touchdown. Et puis on le prend à la dernière seconde du deuxième quart-temps du deuxième match. Et depuis ce moment-là, c'est comme si les mecs avaient pris un coup derrière le carafon. Incroyable. Non, moi, c'est pas ça. C'est la blessure de Brandon Graham qui, pour moi, ça a fait mal aussi. Ça a fait beaucoup plus mal que ce qu'on pensait. Ouais. Mais le truc, c'est que sur le papier, on n'avait pas une des meilleures défenses de la ligue. Mais c'est toujours pareil avec les défenses. Quand ça clique bien, quand le schéma est absorbé, quand les mecs jouent ensemble, ça peut être très bon. Là, les mecs ne jouent pas ensemble. Ils jouent chacun de leur côté et c'est désarticulé. Et puis quand tu vois Darius Lay après le match qui va sur Twitter juste pour parler de ses stats à lui, ah oui. Tu viens d'en prendre 2 fois 40, ferme ta bouche et. Ouais, il va sur Twitter dire mettez du respect sur mon nom, je sais pas quoi. Attends, mec, je veux bien, t'as pas fait un mauvais match, mais enfin, vous venez de vous en prendre 80. T'es censé Après, être un les gars, leader. pardon, non mais vous êtes mignons, mais vous n'avez pas tort. Mais en vrai, c'est un sport individuel pour gagner des contrats. Donc ton équipe en prend 2,40. On ne sait jamais une trade line, n'importe quoi, un avenir derrière. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses à ta gueule parce que c'est les mecs de ce sport. Mais il a son contrat. Il a signé l'année dernière. Il est blindé. Il est top 3 cornerback de la ligue en contrat. Donc, il ne peut pas avoir plus. Et il est censé être un des vétérans, un des patrons de cette défense. Un patron, il ne fait pas ça.
Ouais. Non. Il n'y a pas de patron de toute façon actuellement. Il y a des petits cœurs fragiles. Non, Il n'y a pas de patron. Le seul qui peut être un patron, c'est McLeod et c'est à peu près tout. Quoi, les autres. Fletcher Cox. Non, Fletcher Cox a toujours été un patron sur le terrain. Il faut juste qu'il Ouais, se réveille au mais niveau le des problème, performances. c'est qu'il faut aussi un patron dans le vestiaire et que Brandon Graham était les deux en fait. Et, Je suis d'accord. Et ouais. Bon. Donc, et sinon, oui. non, bah non. Attends, il a encore fait un flag. Notre débilos. Ouais. Always him. Always Je mon petit veux Barnett. même pas, Et en plus, il a contaminé Sweat, putain. Non, Ah, en plus, le flag, ils le mettent à lui alors qu'il doit aller à Sweat. Non, c'est pour lui aussi parce qu'il est trop bas. Même s'il est poussé par l'adversaire. Après, il en fait moins que la semaine dernière, ça progresse. Oui. Ouais, on va dire ça. Ouais. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur Kansas. On va se projeter, on va revenir sur la côte Est et on va se projeter sur notre prochain affrontement contre nos amis de la Caroline. Les Carolina Panthers. Ils font un bon début de saison, bien meilleur qu'attendu. Autopromo, mais si vous voulez aller plus en détail sur l'équipe des Panthers, on a fait un podcast il y a une semaine chez TDA dédié à eux et aux Broncos. Mais globalement, il y a... Sinon, Victor, je vais juste rajouter qu'il y a un podcast. Oui, le Poundcast, aussi, qui est un podcast fait par nos amis de Panthers FR. Tout à fait. Tu as totalement raison de signaler. Oui, donc, super début de saison, bien meilleur qu'attendu. Malgré la blessure de McCaffrey, c'est globalement pas ridicule du tout. Il y a 3 victoires, une défaite. La défaite, c'est face aux Cowboys. Et malgré un arbitrage assez défavorable, ils perdent en fin de match face aux Cowboys. Donc, clairement, pas à rougir, contrairement à nous. Alors, certes, ils s'en prennent 36, je crois, mais ils en mettent 28. Donc, contrairement à nous, ils ont été dans le match contre Dallas du début à la fin. La défense, c'est la patte Matt Rhule. Hein. C'est deuxième année, comme à Temple, comme à Baylor. La défense est structurée, elle tourne, elle marche. Reddick, qui a été recruté depuis les Cardinals, est excellent. Tous les sophomores progressent. L'attaque, elle tourne aussi parce que il y a des skill players qui sont incroyables. Hein. DJ Moore, Robbie Anderson, Christian McCaffrey, Terrace Marshall. C'est sûr que si on avait ça, notre vie serait plus facile. Et puis Joe Brady, c'est un bon coordinateur offensif. Joe Brady, ancien coordinateur offensif de LSU et de Joe Burrow. La ligne tient. Enfin, je veux dire, il y a Matt Paradis et Moton qui font tenir la ligne, on va dire. Et Sam Darnold est pas mauvais, quoi. Je veux dire, il est au niveau où on aurait pu l'attendre quand il était aux Jets. Loïc, j'ai beaucoup commencé par Greg aujourd'hui, donc je vais commencer par toi. Quels vont être un peu les match-ups clés de ce match pour toi? Déjà, est-ce que McCaffrey va jouer ou pas, vu qu'il était blessé dimanche? Là, il va essayer de s'entraîner mercredi. C'est sûr que s'il joue et qu'il est à 80 ou 90%, je pense qu'il va faire 200 yards assez facilement, hein, vu l'état de la défense. Je serais étonné qu'il soit à 80%. S'il joue, il sera à 50%, à mon avis. Ouais, après, on verra. Je ne sais pas qui est leur running back 2, du coup. Pas suivi. L'année dernière, c'était McDavis qui avait été très bon. Il y a Royce Freeman qui a... Alors, je vais te dire exactement qui a le plus couru chez eux pour l'instant. Oui, il y a Sheba Barb, le rookie, le coureur d'Oklahoma State. Et il y a Royce Freeman. Donc, c'est les deux qui vont alterner avec plutôt une préférence pour Sheba Barb, qui est un coureur très intéressant pour le coup, qui a été pris, je pense, j'ai plus exactement en mémoire, mais je pense que c'était au 4e tour de l'année dernière, qui a un peu tendance, enfin, qui avait tendance, en tout cas en université, à faire un peu trop de fumble, mais mis à part ça, c'était un coureur très fiable et très bon. Ok. Moi, après, très objectivement, la défense... Ouais, la défense... Ouais, je préfère regarder l'attaque, du coup. Curieux de voir le match de l'attaque. Curieux de voir si Sirianni va enchaîner avec un deuxième... va réussir à faire une deuxième consécutive avec un bon game plan.
Mais après, c'est sûr que ça va dépendre. Est-ce que Mailata et Lane Johnson vont jouer ou pas? Oui, Forcément. le problème de Lane Johnson, c'est comme on ne sait absolument pas, de. Ils ont dit un problème personnel sans entrer dans les détails. Donc, Bah oui, pour le mais, moment- non, mais après, c'est normal qu'on ne rentre pas dans les Ah détails. oui, parce c'est que- sûr. Mais du coup, on ne sait pas si c'est un problème personnel qui va durer quelques jours ou quelques semaines. Donc, c'est sûr que d'un point de vue de projection, nous, on ne saura pas de toute façon. Ça sera, je pense, annoncé au dernier moment. Mailata, ils l'ont pas mis sur la liste des blessés. Donc là, il a déjà loupé 2 matchs. C'est que techniquement, il s'attendait à ce qu'il revienne au moins au 3e match. C'est ça, Bon. puisqu'on rappelle que le statut de blessé, on a gardé le système Covid, donc en effet, c'est 3 matchs. Voilà, après, non, moi, c'est vraiment l'attaque. J'ai envie de voir si ça progresse. Si Hurts progresse, si Smith enchaîne sur un 2e match à 100 yards ou plus. Et puis voir contre cette défense qui progresse. Donc, il faudra voir. Ça sera intéressant de voir une jeune défense, mais qui progresse avec des qualités athlétiques indéniables. Voir ce qu'on arrive à faire contre ça, quoi. Parce que la semaine dernière, c'est contre les Chiefs, c'était une des pires défenses. Donc là, je pense que ça va être un autre challenge. Ouais. Donc, est-ce que Sirianni est capable de continuer à donner des plays aussi faciles, entre guillemets, à Hurts, où première lecture, boum, il envoie, le joueur il a de l'espace, il peut faire du yard. Ça va être intéressant. Ouais. Mais après, sur le résultat, je ne suis pas très confiant. Greg? C'est compliqué. Ça fait partie de ce que j'appelle des matchs impariables. Je suis incapable de mettre 1 euro sur l'un ou l'autre. Je suis plutôt enthousiaste sur le début de saison des Panthers. Je suis très content pour Sam Darnold parce que on voit bien qu'il n'était pas le problème numéro 1 des New York Jets, même si il était souvent la cible numéro 1. Et c'est un bon QB. Voilà, c'est un bon QB. Ils ont des joueurs de talent. Franchement, j'arrive pas à me projeter. Moi, j'ai envie de revoir un Hurts qui améliore les quelques failles qu'on a vues, tout en restant constant. J'ai envie de voir une défense qui va obéir à Loïc et se sortir les doigts. J'ai envie que le game plan reste simple et qu'on soit toujours en mouvement. Si on n'a pas à sortir le punter qui pourtant est excellent, c'est très bien. Et si on met tout ça, alors on a une vraie chance de gagner. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Si vous me demandez un petit prono, parce que vous allez me le demander, à moins que tu veuilles le garder pour après ton passage, Victor. Bon, vas-y. Je suis un peu embêté. 26-24, mais je ne sais pas pour qui. 26-24, mais tu ne sais pas pour qui. Très bien. Loïc, toi, ton prono, du coup, c'était plutôt Panthers? Ouais, 31-24. Ok, moi, c'est vrai que je viens de voir sur le Twitter de Panthers FR d'ailleurs que Shaq Thompson sera absent en défense. Donc ça, c'est une grosse absence pour eux. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Après, oui, je pense que malheureusement, il y a un bel effectif qui est trop bien coaché, peut-être trop mûr pour nous. Et pour le coup, j'ai un peu peur de Steven Nelson, qui me fait de plus en plus peur, qui a tendance à prendre le bouillon. Et là, il va être contre DJ Moore, je pense, ou contre Robbie Anderson. Mais est-ce que c'est une meilleure nouvelle? Je ne suis pas sûr. Et j'ai peur que ça fasse mal aussi. Malgré tout, je vais miser pour les Eagles. Parce qu'il y a une théorie qui dit que les Eagles, comme dirait Greg, c'est dans leur ADN. Quand ils doivent gagner, ils perdent. Quand ils doivent perdre, ils gagnent. C'est une sorte de constante, tu vois. Il y a toujours ces matchs-là qu'on va gagner, on ne sait pas pourquoi. Ah on l'a fait aux Bills, par exemple. L'an dernier. Ouais, et je ne sais pas pourquoi. Il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais on ne le méritera pas, mais on va le gagner. Voilà, je vous le dis, on va le gagner 24-21 parce qu'il y aura eu 3 fumbles dans le match, plus un play incompréhensible. Donc voilà. Est-ce que c'est le cœur qui parle ou la tête? C'est le cœur, je préfère vous le dire. Mais parfois, il faut le laisser parler aussi. Par contre, je suis un peu comme Greg, je suis vraiment content pour Sam Darnold parce que
les quarterbacks peuvent être bons ou pas bons, mais selon où tu tombes, tu n'es quand même pas aidé. Et tomber dans une ville toxique comme New York, parce que New York, il y a quand même 8 franchises de sport US, à part les Yankees, les 7 autres, c'est compliqué parce que c'est une ville où les médias sont toxiques, où l'organisation est toxique. En plus, il était avec Adam Gase, donc ça aide vraiment pas. Donc, je suis content que dans un meilleur environnement, il ne viendra peut-être jamais un top 10 quarterback, mais je suis content que dans un meilleur environnement, il prouve qu'il a le niveau. Et ça, c'est quelque chose qui est à mettre à son crédit, à celui de Joe Brady et à celui de Matt Rhule. Donc, voilà, je pense que si on veut avoir un espoir, il faut attaquer le tackle gauche, parce que Cam Erving, et en plus, je crois qu'il est un peu blessé, c'est quand même pas extraordinaire. Et à mon avis, il faut attaquer les safety, parce que Jeremy Chinn est très spectaculaire, mais en couverture, je ne trouve pas si extraordinaire. Et à ses côtés, ça doit être Sean Chandler, je ne sais pas qui sera aligné, mais pour moi, c'est là où il va falloir aller chercher des choses au niveau des safety. Et donc, du coup, profiter de l'absence de Thompson, profiter de la faiblesse relative des safety et insister sur les tight ends. Donc, jouer simple, insister sur les tight ends et mettre la pression par la gauche, ça sera la recette du succès. Et continuer à viser Devontae Smith sur des tracés à minima intermédiaires, tu vois, pas que des tracés de 5-6 yards. Parce que c'est ce qui avait été fait plutôt en début de saison. Et là, justement, contre les Chiefs, c'est ce qui a plutôt été bien fait, c'est de le viser sur des tracés un peu plus profonds en termes de yards. Ouais, après, en université, il pouvait faire les deux. Donc, tu peux aussi mais là, dessiner tes tracés et faire les deux. Mais je comprends. Mais là, tu as besoin de big play. Faut y aller, quoi. D'ailleurs, on finit sur une note positive. La connexion Hurts-Smith, c'est sympa. C'est ça. Ça ne vaut pas le jeu de mots extraordinaire de la connexion Chase-Burrow. Mais ça vraiment, Chase-Burrow, je ne m'en remettrai pas. C'est mon côté jeu de mots pourri. Mais oui, clairement, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. En plus, ces deux joueurs qui ont joué ensemble en université. Voilà, c'est pour ça. Ça aide. Donc, non, je suis d'accord avec toi. Que des bonnes nouvelles. Bon, bah voilà. Moi, je veux qu'on finisse sur du positif. Donc, on finit sur du positif, messieurs. Merci à vous. Merci. Et attends, tu veux encore un peu plus de positif? Les Dolphins sont vraiment nuls. Les Dolphins sont nuls. Les Colts sont gagnés et les Titans sont perdus, ce qui fait que les Colts sont dans la course à la FC Sud et ne vont pas bench Carson Wentz. Il y a un monde où on a 3 top 15. Hein. Moi, je vous le dis. Et on va prendre 3 linebackers, Victor. Putain. Bah tiens, on va finir là-dessus. Donnez-moi une position et je donne 3 noms si les gens veulent aller regarder des vidéos. Linebacker. Ok, faut aller regarder le duo d'Alabama, Henry To'oTo'o et Christian Harris. Déjà, ce sera pas mal. Et je vous mets un petit Devin Lloyd aussi de Utah. Et n'hésitez pas, j'ai mis sur Twitter pour ce que ça vaut les top 5 actuels par position, selon moi. Donc, si vous voulez piocher des noms pour aller regarder des vidéos, n'hésitez pas. Surtout au niveau des linebackers, parce qu'il y a pas mal de profondeur. Nakobe Dean aussi de Georgia. Brandon Smith de Penn State. Donc, il y a plein de joueurs à aller voir. Donc, n'hésitez pas. Non, mais n'hésitez pas à aller voir le board de Victor pour la défense tout entière. Ouais. Alors, si tu veux voir mon board, il a raison. On finit sur ça, c'est la meilleure vanne possible. Mais il y a un peu trop de joueurs là, il faut que je nettoie un peu. Finis sur ça. Bon, parfait. Merci à tous. Bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour une victoire donc face aux Carolina Panthers. Au revoir à tous. Ciao. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.